Au printemps 2019, une fillette australienne de 5 ans nommée Emily était assise dans son salon, les yeux fixés sur une photographie à l'écran de la télévision. Sa mère, Sarah, regardait un documentaire sur la royauté britannique quand Emily devint soudainement pâle. Elle pointa du doigt la femme à l'élégante robe et murmura des paroles qui allaient tout changer, affirmant que c'était elle et qu'elle se souvenait de la voiture, ainsi que de l'obscurité du tunnel. La femme sur la photo était la princesse Diana, et Emily n'avait jamais vu cette image de sa vie auparavant. Ce qui suivit allait mener à l'une des enquêtes les plus documentées sur les vies antérieures, impliquant le docteur Jim Tucker de la division des études perceptuelles de l'Université de Virginie. Car Emily ne s'était pas contentée de reconnaître le visage de Diana, elle connaissait des détails de la vie privée de la princesse qui n'avaient jamais été publiés, des éléments si spécifiques et intimes que même les amis les plus proches de Diana auraient eu du mal à les vérifier sans consulter des archives personnelles. C'est l'histoire d'une enfant de Brisbane, en Australie, qui se souvenait avoir été l'une des femmes les plus photographiées au monde. Emily était née en décembre 2014, 17 ans après la disparition de la princesse Diana dans ce tunnel parisien. Elle grandit dans une maison modeste de la banlieue de Brisbane. Ses parents, Sarah et Michael, étaient tous deux enseignants. Ils ne s'intéressaient pas particulièrement à la royauté britannique. Il n'y avait aucun livre sur Diana à la maison, aucun documentaire ne passait en boucle, et Emily ne manifestait pas cette obsession pour les princesses que développent de nombreuses petites filles. Sarah remarqua pour la première fois quelque chose d'inhabituel alors qu'Emily n'avait que 3 ans. Elle passait devant un magasin de jouets quand Emily s'arrêta devant une vitrine présentant diverses poupées. Elle affirma alors calmement qu'elle en possédait autrefois beaucoup plus que cela. Sarah s'en amusa, pensant que n'importe quel enfant de cet âge réclamerait plus de jouets. Mais les commentaires persistaient. À 4 ans, Emily commença à dessiner la même scène de manière répétitive. Une femme dans une voiture, un tunnel et de l'obscurité. Elle devenait anxieuse lorsqu'ils empruntaient les tunnels de Brisbane, serrant la main de sa mère en disant que les murs étaient trop proches, exactement comme avant. Sarah mentionna ces incidents à son pédiatre lors d'un examen de routine. Le médecin suggéra qu'il s'agissait probablement de fragments de rêves ou de conversations entendues, rappelant que les enfants de cet âge ont une imagination débordante et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Puis vint cet après-midi de 2019, le documentaire, la photographie et la déclaration d'Emily affirmant que c'était elle. Sarah s'assit à côté de sa fille et lui expliqua qu'il s'agissait de la princesse Diana, une personne réelle ayant vécu en Angleterre. Emily hocha la tête, les yeux toujours rivés sur l'écran, et répondit qu'elle le savait. Elle ajouta qu'elle avait vécu dans un palais, mais qu'elle n'y était pas heureuse car les murs étaient trop grands et tout le monde l'observait en permanence. Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle décida de tester la fillette en lui demandant ce qu'elle se rappelait d'autre sur sa vie là-bas. Ce qui suivit fut prononcé avec le ton pragmatique que seuls les enfants de 5 ans possèdent. Emily expliqua qu'elle avait eu 2 garçons, William et Harry. Elle décrivit William comme étant sérieux, tel un petit adulte, tandis qu'Harry riait toujours et se mêlait de tout. Elle confia qu'elle s'inquiétait tout le temps pour eux et qu'elle continuait de s'inquiéter encore aujourd'hui. Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone. Elle savait que Diana avait 2 fils, mais Emily n'était pas censée le savoir, car ils n'avaient jamais discuté de la famille royale. Elle commença à enregistrer et demanda à Emily de lui en dire plus sur William et Harry. Le visage d'Emily s'éclaira. Elle raconta que William se réveillait tôt pour venir dans sa chambre et qu'il jouait à un jeu où il prétendait être un chevalier tandis qu'elle était le dragon. Elle précisa qu'elle le laissait toujours gagner car elle savait qu'elle ne serait pas là pour toujours. Sarah sentit sa gorge se serrer, réalisant que cela dépassait l'imagination. Au cours des 3 jours suivants, Sarah documenta chaque parole d'Emily. Les détails arrivaient spontanément et restaient cohérents. Emily parla d'un endroit appelé Kensington Palace, bien qu'elle le nomme simplement la grande maison aux briques rouges. Elle décrivit une pièce avec des canapés blancs et de nombreux oreillers où elle s'asseyait pour parler aux gens qui étaient tristes. Elle expliqua que les gens venaient la voir quand ils souffraient, précisant qu'il ne s'agissait pas d'une blessure physique, mais d'une douleur intérieure. Elle ajouta qu'elle leur tenait la main et que, parfois, ils restaient simplement assis ensemble, précisant que c'était sa partie préférée car elle aidait les gens à se sentir moins seuls. Sarah montra à Emily diverses photographies de lieux mélangeant des images de Kensington Palace avec des domaines similaires. Sans hésiter, Emily désigna le bon bâtiment à chaque fois.
Mais ce furent les détails intérieurs qui stupéfièrent véritablement Sarah. En étudiant une photographie, Emily nota que sa chambre avait un tapis bleu et qu'il y avait une peinture de ballerine sur le mur près de son lit, qu'elle regardait quand elle ne parvenait pas à dormir. Sarah passa des heures à faire des recherches. La plupart des détails sur les appartements privés de Diana n'avaient jamais été publiés en détail. Le public connaissait les salles d'apparat et les photos officielles, mais Emily décrivait des espaces intimes, les choix de décoration réels que Diana avait fait loin des regards. Puis, Emily quelque chose qui glaça le sang de Sarah. Alors qu'elle prenait leur petit déjeuner, Emily posa soudainement sa cuillère et dit doucement qu'elle se souvenait de la dernière robe. Elle précisa qu'elle était noire, qu'elle s'y sentait belle, mais qu'elle avait aussi peur car quelque chose semblait anormal ce soir-là. Sarah connaissait le décès de Diana à Paris dans un accident de voiture après une soirée, mais Emily n'avait que 5 ans. Elle demanda doucement à sa fille ce qui lui avait fait peur. Emily répondit que c'était à cause des appareils photos, expliquant qu'il y en avait toujours, mais que cette nuit-là ils étaient partout, comme des oiseaux qui les pourchassaient. Puis, les yeux d'Emily s'emplirent de larmes alors qu'elle évoquait le tunnel et l'obscurité soudaine. Sarah prit une décision ce soir-là. Elle contacta la division des études perceptuelles de l'Université de Virginie, une unité de recherche qu'elle avait découverte en cherchant des explications. Elle leur envoya ses enregistrements, ses notes et tout ce qu'Emily avait dit. Le docteur Jim Tucker répondit sous 48 heures. Il avait passé plus de 2 décennies à étudier les cas d'enfants, affirmant se souvenir de vie antérieure. Ses recherches, suivant les traces du docteur Ian Stevenson, comptaient plus de 2500 cas documentés dans le monde. Cependant, les cas impliquant des personnalités célèbres étaient rares et exigeaient un examen extraordinaire en raison de l'exposition possible aux médias. Il arriva à Brisbane 3 semaines plus tard avec un protocole strict et l'esprit ouvert. Le premier entretien eut lieu au domicile d'Emily. Le docteur Tucker s'assit face à la fillette, un enregistreur vocal entre eux. Il commença par des questions générales sur sa vie actuelle pour établir une base. Elle parla de ses amis de maternelle, de ses aliments préférés et de son lapin en peluche, nommé Monsieur Hoppy. Puis, le docteur Tucker changea de sujet, mentionnant que sa mère lui avait dit qu'elle se souvenait avoir vécu ailleurs avant de naître ici. Emily hocha la tête avec sérieux et expliqua qu'elle vivait en Angleterre, à Londres, et qu'elle avait un nom différent à l'époque. Lorsqu'il lui demanda quel était ce nom, elle répondit Diana, tout en précisant que les gens l'appelaient par différents titres, comme Votre Altesse ou Lady Di, mais qu'elle préférait quand on l'appelait simplement Diana. Le docteur Tucker lui montra une série de photographies de femmes élégantes et blondes de la même époque. Emily s'identifia immédiatement comme étant Diana sur chacune des 30 photographies présentées, couvrant différentes décennies. Mais le docteur avait besoin de détails plus profonds. Il l'interrogea sur William et Harry, lui demandant de raconter une journée normale avec eux. Emily réfléchit et décrivit une journée au parc, un endroit ordinaire où il se rendait en secret pour échapper aux gars. Elle raconta comment Harry apprenait à faire du vélo sans petits trous, tombant sans cesse mais refusant d'abandonner, tandis que William tournait autour d'eux pour frimer. Elle sourit au souvenir, ajoutant qu'elle avait pris une photo mentale de ce moment de bonheur simple. Le docteur Tucker vérifia plus tard ce détail auprès de l'ancien personnel de sécurité de Diana. Il y avait effectivement eu des visites informelles dans des parcs publics et Harry avait bien appris à faire du vélo lors de l'une de ses sorties, un détail absent des biographies publiées. Le docteur Tucker passa 3 jours supplémentaires avec Emily. Il cherchait des incohérences, mais les détails devenaient au contraire de plus en plus précis. Amy décrivit le petit déjeuner préféré de Diana, composé de pamplemousse et de toast, ou de céréales les jours de réveil tardif. Elle parla d'une ligne téléphonique privée, un téléphone blanc dans son dressing qu'elle utilisait tard le soir pour parler pendant des heures à un ami quand elle ne trouvait pas le sommeil. Elle mentionna également une bague en saphir qui était d'abord trop grande pour son doigt et qu'elle aimait car elle lui rappelait l'océan. Chaque détail fut documenté puis vérifié via le personnel, les inventaires de la propriété et des dossiers personnels scellés. Le moment le plus frappant survint lors du dernier entretien, quand le docteur Tucker lui demanda si elle se souvenait de la fin de sa vie. Emily resta silencieuse longtemps avant de dire d'une voix ténue qu'ils essayaient d'échapper aux lumières et aux caméras qui les suivaient partout. Elle expliqua que le chauffeur allait vite parce qu'il ne cessait de les poursuivre, puis que tout était allé très vite dans le tunnel.
Elle regarda le docteur Tucker et lui confia que cela n'avait pas fait très mal, précisant qu'elle voulait que les gens le sachent. Elle ajouta que c'était surtout déroutant, puis qu'elle s'était retrouvée ailleurs, dans un endroit paisible d'où elle pouvait voir ses garçons pleurer sans pouvoir les atteindre. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle exprimait son désir de leur dire qu'elle allait bien. Le docteur Tucker organisa un dernier test de vérification en contactant un ancien membre du personnel de Kensington Palace ayant travaillé avec Diana dans les années 90. Cet individu accepta de témoigner anonymement lors d'un appel vidéo depuis Londres. La conversation fut structurée pour poser des questions que seul un résident des espaces privés pourrait connaître. Lorsqu'il lui demanda de décrire la vue depuis sa fenêtre, Emily ferma les yeux et parla de grands arbres dont les feuilles devenaient dorées en automne et des jardins où elle observait les gens promener leurs chiens tôt le matin. Elle identifia correctement la petite pièce adjacente à sa chambre comme étant son dressing, où elle gardait ses robes simples et confortables. Enfin, elle révéla qu'elle y cachait une boîte de lettres sur une étagère, des courriers de personnes lui confiant leurs problèmes, précisant qu'elle gardait surtout celles des enfants qui disaient qu'elle les avait aidés. La voix du membre du personnel se brisa, confirmant que tout était exact. Après l'appel, il confia au docteur Tucker qu'il avait déjà vu des imposteurs, mais que cet enfant connaissait des détails privés jamais rendus publics et qu'il la croyait. Le docteur Tucker compila ses conclusions dans un rapport complet. Le cas d'Emily présentait de multiples caractéristiques cohérentes avec les souvenirs de vie antérieurs, apparition précoce des souvenirs, information constante, lien émotionnel correspondant à la personnalité précédente et détails vérifiés inexplicables par des moyens normaux. Il expliqua que ce cas était remarquable non pas parce qu'elle prétendait être Diana, mais en raison de la précision des détails fournis sur les aspects privés de sa vie, des choses qu'une enfant de 5 ans en Australie ne pourrait normalement pas savoir. Les recherches se poursuivirent l'année suivante, mais les souvenirs d'Emily commencèrent à s'estomper à l'approche de ses 6 ans. C'est un schéma classique, la clarté intense des premiers souvenirs s'adoucit, remplacée par les expériences de la vie actuelle. Cependant, certains traits subsistaient. Emily se sentait toujours mal à l'aise dans les tunnels et s'inquiétait parfois du bonheur de ses garçons. Lorsqu'elle voyait des photos de Diana, son regard suggérait une reconnaissance personnelle. Sarah conserva des journaux détaillés sans jamais chercher la publicité ou vendre son histoire. Aujourd'hui, Emily est une enfant normale qui veut devenir enseignante, mais elle porte en elle un mystère qui défie notre compréhension de la conscience et de la mémoire. Le docteur Tucker nota que le cas d'Emily méritait une considération sérieuse, qu'on appelle cela réincarnation ou souvenir d'une vie passée. Un soir, Emily dit à sa mère qu'elle pensait se souvenir de cette vie-là, peut-être parce que l'histoire de Diana n'était pas finie, ou simplement pour montrer que l'amour ne s'arrête jamais, mais qu'il change seulement de forme. Et quelque part en Angleterre, 2 princes poursuivent l'héritage de leur mère, sans savoir qu'à l'autre bout du monde, une petite fille en Australie se souvient d'eux avec un amour qui transcende le temps.